Comment mieux vivre au 21e siècle sur Africa Radio. Et cette semaine, nous sommes en compagnie d'une nouvelle invitée. Il s'agit de Maïmouna Coulibaly, fondatrice de la Bouti-thérapie et auteure du livre « Je me relève » aux éditions Anne Carrière. Bonjour Maïmouna. Bonjour Dineba, bonjour à tous. Maïmouna, pour mieux vivre, être en accord avec vous-même, être authentique, vous avez décidé de libérer votre parole face aux grandes épreuves de votre vie. Oui. Vous vous exprimez et libérez votre pensée, vos sentiments, votre vécu par la danse, et vous le faites aujourd'hui aussi par les mots dans votre livre « Je me relève ». Oui. Pourquoi maintenant, Maïmouna? Pourquoi ce livre? J'ai décidé de raconter mon chemin de vie parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui me sont arrivées dans la vie dont on ne parle pas, qui restent tabous. On a bien parlé des choses qui sont en surface, mais là, de parler des choses vraies qu'on ressent dans notre chair, des choses traumatiques, on n'en parle pas vraiment. Des faits traumatisants, comme une excision, mariage forcé, des agressions sexuelles. Oui, là on commence à en parler, enfin depuis qu'il y a eu le MeToo qui est sorti il y a quelques années, on commence à en parler de plus en plus. Oui. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Là, dans la communauté noire, je trouve que ça arrive lentement. On a commencé à entendre des choses, mais voilà, on sait qu'il se passe énormément de choses violentes dont on ne parle pas. Oui. Et après, on va nous accuser, on va nous faire culpabiliser en disant tu n'es pas assez bonne pour faire ceci, tu n'es pas assez bonne pour faire cela, sans prendre en compte les traumas qu'on aurait pu avoir dans notre vie. Oui. Quand vous dites on, vous faites référence aux proches, aux parents, à la mère, aux tantes en général. Et voilà, moi j'ai voulu raconter pour dire qu'on peut vivre ce genre de vie et se retrouver là où on est aujourd'hui. Et voilà, et que malgré toutes les violences qu'on a pu subir, on peut rester debout. Et il y a moyen de faire acte de résilience sans se trahir. Résilience, c'est un mot qui vous va bien, Maïmouna. C'est cette capacité à surmonter l'échec traumatique. Et c'est un mot qui correspond parfaitement d'ailleurs aux femmes qui ont eu un parcours, des épreuves similaires aux vôtres. La différence entre vous et certaines de ces femmes réside dans votre façon d'exprimer les choses. C'est vrai que vous êtes assez cru, diront certains, sans langue de bois, Maïmouna, dans la façon de vous exprimer et d'exprimer des épisodes difficiles que vous avez traversés dans votre vie. Alors ouais, je suis sans langue de bois. En fait, j'aime pas quand on fait semblant, j'aime pas l'hypocrisie. J'ai vu tellement de personnes qui étaient bien propres sur elles, bien habillées, bien coiffées. Enfin, des personnes bien sous tout rapport et en fait, voilà, qui sont des personnes assez horribles dans certaines situations. Et en fait, moi, le langage, je trouve que c'est quelque chose de personnel et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Moi, j'ai dû me battre, en tout cas dans le livre, Je me relève. J'avais trouvé des maisons d'édition, mais qui n'étaient pas intéressées par ma façon de parler. Et moi, je n'étais pas intéressée pour raconter mon histoire avec la façon de parler d'une autre personne. Je voulais que mon histoire soit racontée avec ma façon de parler, avec mes mots, avec ma rage. À travers les mots, on peut mettre de l'émotion derrière. Et voilà. Et moi, dans la façon dont j'ai écrit mon livre, je pense qu'en lisant les mots que j'ai pu choisir, qui sont plus ou moins crus, on peut comprendre l'état dans lequel je suis, sans avoir à dire je suis très heureuse, je suis dévastée, je suis voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire à travers les mots. Des mots qui vous définissent, qui vous caractérisent. Vous l'avez écrit seul, ce livre, Maïmouna. Avec l'aide, bien sûr, de mon éditrice Camille Emmanuel. Mais pour moi, c'était très important que je puisse l'écrire avec mes mots à moi. Une des premières personnes à qui j'ai montré mes textes, au départ, qui voulait m'aider à écrire le livre, il essayait de me faire changer la façon de dire les choses. Moi, je disais non, je veux le raconter comme ça. J'ai pas besoin qu'on me fasse un cours de français pour écrire mon livre. J'ai déjà pris des cours de français, merci. Même des cours de littérature, donc voilà. Et en fait, il m'a dit oui. Et en plus, à plusieurs moments, vous êtes trop vulgaire. Oui, certains vous trouveront vulgaire, mais je pense plutôt que vos mots sont le reflet de votre parcours
et de votre histoire. Bah non, je suis pas vulgaire en fait. Moi, j'ai grandi dans une cité où quand on était en colère, quand on n'était pas bien, bah en fait, c'était les insultes hein, qui venaient. C'était avec ça qu'on allait exprimer notre colère, qu'on allait exprimer notre rage. Oui, Et c'est pas juste de la vulgarité gratuite comme ça. Ces mots, ils sortent parce que on a une telle rage qu'on n'a pas les mots. Peut-être qu'on n'a pas le vocabulaire même pour l'expliquer avec des mots. c'est aussi l'affaire et la traduction d'une double culture, certainement. Voilà, ma langue maternelle, c'est le soninké. Oui. Bah, voilà, j'ai appris le français, vers mes 5 ans, 5-6 ans et ensuite, bah, voilà, ben, j'ai perdu, ma langue maternelle puisque, on est venu dire à mes parents qu'il fallait pas qu'ils nous parlent, en soninké. Enfin, à la limite, ils pouvaient nous parler en soninké, mais nous, on n'avait pas à leur répondre, en soninké. Fallait qu'on leur réponde en français parce que sinon on serait pas capable d'apprendre la langue française. Mais bon, ça, à mon avis, c'était un autre système pour, faire en sorte de nous éloigner de notre culture, originelle. Il y a un manque de vocabulaire, je pense, que j'avais pas quand j'étais adolescente, d'être entre ces 2 langues, sans savoir laquelle était vraiment la mienne. Oui. Que le fait de parler cru, enfin, quand une personne veut savoir ce que j'ai à lui dire, ben, voilà, je choisis bien mes mots, je choisis bien l'intention que je mets derrière et elle sait exactement ce que je veux lui dire. Tout est clair. Voilà. J'ai beaucoup voyagé. Là, en ce moment, je vis en Allemagne. J'ai été longtemps aux États-Unis pendant des petites périodes de 2 semaines, de un mois, pour travailler sur mes pièces de théâtre là-bas. Et Oui. en fait, j'aime bien aller dans des endroits où je ne parle pas la langue, où je ne comprends pas trop, parce que on dit que 90% du langage est non verbal. Donc la langue, elle n'est pas si importante finalement. Dit la danseuse professionnelle. Je sais que je vais avoir beaucoup de retours sur mon langage, sur ma façon de parler, et j'espère que beaucoup de personnes s'y reconnaîtront et beaucoup de personnes y reconnaîtront euh, la vibe que j'ai voulu mettre dedans, la puissance qu'il y a dedans et ouais, l'énergie et tout ça. Merci beaucoup Maïmouna Coulibaly. Prochainement, donc on s'entretiendra sur le fait de se choisir au détriment de l'éducation imposée par ses parents. Et bien sûr, nous parlerons de la beauty thérapie, la danse comme expression d'une liberté, la danse et ses 1001 pouvoirs, la danse pour se remettre aussi d'un traumatisme et cheminer vers le respect, la réalisation de soi et le pardon. Bonne journée à l'écoute d'Africa Radio. Merci. Bonne journée. Bonjour Maïmouna Coulibaly. Bonjour Dineba. Bonjour à tous. Fondatrice de la beauty thérapie, auteure du livre Je me relève aux éditions Anne Carrière. Maïmouna Coulibaly, me vivre pour vous, c'est se choisir au détriment des choix qui sont imposés par la famille, c'est tracer sa route en dépit du contexte social et religieux dans lequel on a pu baigner et grandir. Oui. En fait, j'ai fait un travail avec ma pièce de théâtre qui s'appelle Et Mariamou, que j'ai écrit quand j'avais 24 ans et qu'on tourne toujours. On l'a joué la semaine dernière à Grigny. Racontez-nous comment vous l'avez vécu d'être une femme d'origine africaine, dans une famille musulmane, en France. J'ai l'impression, en lisant votre livre, que vous l'avez vécu comme un défi. Oui, c'est une épreuve, oui, c'est un défi, oui, c'est un casse-tête. C'est pas facile parce qu'il y a des choix à faire. Oui. On peut pas être donc une femme d'origine africaine, comme elle pourrait être partout. Là, il y a le fait d'être musulmane aussi. Oui. Après, bon, moi, j'ai vécu dans le milieu musulman, mais bon, je pense que des gens qui sont dans des familles où la religion est importante, quelle que soit la religion, que ce soit musulmane, chrétienne ou judaïste, je pense que enfin, voilà, le poids de la religion, c'est quelque chose qui peut écraser l'individu. Oui. Et voilà, et d'être en France aussi, oui, bah oui, j'ai tellement de choses à dire avec tout ça, juste avec cette question-là. Quand j'ai écrit Mariamou, le truc c'est que à partir de ce moment-là, j'ai pris une décision, j'ai dit que j'allais prendre ce que j'estimais qui pouvait être bien pour moi, Oui. pour trouver mon équilibre. Parce que déjà, d'être une femme d'origine africaine en France, c'est pas évident. Bon, déjà, bah, parce que genre j'ai les papiers français, mais d'avoir les papiers français, ça C'est pas n'évite suffisant. pas le racisme. Exact. Voilà, je suis noire, quoi. Donc partout où je vais, je suis pas française. Faut que je prouve que je suis française. Et même quand je le prouve, c'est ah oui, d'accord. Le truc, c'est que quand je vais retourner en Afrique, et ça, je l'ai reçu plusieurs fois, c'est que on m'appelle la blanche. On c'est m'appelle fréquent. même pas la française, on m'appelle la blanche parce que j'ai les papiers français. Oui. Donc rien que ça, donc de savoir où je suis, où est ma place, où est chez moi, c'est pas évident.
Et après, oui, dans une famille musulmane, moi, de la religion, ce que j'ai retenu, c'était de ne pas manger de porc. Voilà, je connais les sourates et tout ça, mais j'ai pas forcément suivi les autres piliers de l'islam. Oui. Je respecte beaucoup cette religion, mais je ne la pratique pas. Mhm. Même si tous les jours, ma mère me demande quand est-ce que je vais me mettre à prier. Mhm. Mais on ne peut pas satisfaire et plaire à tout le monde. L'essentiel, c'est de se choisir, n'est-ce pas? Ce qui est éprouvant, et ce qui est un défi, c'est de ne pas heurter la sensibilité. Voilà. Donc de ne pas heurter les Africains, de ne pas heurter les musulmans, Oui. de ne pas heurter les Français. Mhm. Et en fait, j'ai essayé de faire ça et ça a été très compliqué parce que quand je faisais quelque chose, j'avais l'impression de trahir une des parties à laquelle j'appartiens. Ouais, c'est se sentir tiraillé entre ces différentes personnalités, ces différentes identités. C'est en ça que c'est une épreuve et que c'est un défi et que c'est pas évident. Mais dans le livre, je le raconte mieux. Vous pourrez plus ressentir ce que je veux dire par rapport à tout ça. Est-ce que vous pensez du coup que c'est plus facile dans ce contexte d'être un homme? Comment vous les situez, vous les hommes? Oh, bonne question. Non, je pense pas que ce soit plus facile pour les hommes. On compte sur eux pour plein de choses. On a encore cette image où il y a que l'homme qui ramène de l'argent à la maison, donc Oui. on compte sur lui pour qu'il puisse assurer énormément de choses. Je ne pense pas que ce soit plus simple. C'est autre chose. Je pense qu'ils ont d'autres combats. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes épreuves, ce sont pas les mêmes défis. Oui. Donc c'est pas une histoire de plus facile ou moins facile. Je pense que d'être un homme d'origine africaine dans une famille musulmane en France, c'est pas si évident. Mais je dirais quand même qu'il y a une espèce de fraternité qui existe entre eux qui fait que ils se serrent tellement les coudes que ça fonctionne en fait. Ouais, Qu'ils s'y retrouvent. je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point, Maïmouna. Et du côté des femmes, justement, est-ce que vous pensez qu'on en fait suffisamment, qu'on s'organise comme on le devrait? Est-ce qu'on devrait peut-être montrer plus de solidarité entre nous? Entre nous, les femmes, entre nous, je pense qu'il y a un gros travail de sororité qu'on peut encore accentuer. Il y a des choses qui existent, hein, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui existent depuis longtemps, par exemple quand on pense aux tontines. Tout à fait. Mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin si on se serrait plus les coudes comme les hommes le font, quoi. Oui. En tout cas, vous, personnellement, Maïmouna, comme on le disait dans l'épisode précédent, vous avez su faire preuve de résilience. Hein. Vous avez réussi à prendre acte des événements traumatiques qui se sont déroulés dans votre vie. Vous les avez pris en compte, cherché à vous reconstruire d'une façon socialement acceptable. En tout cas, selon vos normes, bien sûr, tout cela. C'est quoi votre définition de la résilience ? Ma définition de la résilience, c'est le fait de partir des souffrances, des douleurs, des violences qu'on a pu subir, Oui. en ressortir avec quelque chose de beau, savoir se reconstruire. En fait, oui, pour moi, la résilience, c'est que quand on est dans un amas de violence, de sang, de douleur, en Oui. fait, on a toujours une petite étincelle qui brille. Quand elle ne brille plus, pour moi, c'est qu'on ne vit plus. Oui. Donc, si on est debout et qu'on a la possibilité de marcher, si on a la possibilité de manger, on a la possibilité de respirer, à partir de ce moment-là, il y a toujours cette petite étincelle qui est là. En fait, pour moi, la résilience, c'est malgré toutes ces horreurs qu'il y a autour de cette petite étincelle, Oui. cette petite étincelle, elle peut grandir. Et en fait, c'est de mettre toute son énergie au lieu de... Et c'est important de pleurer, c'est important d'être en colère, mais voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ça. Donc on a la rage, on déprime, on chiale, mais à partir d'un moment, on va s'occuper de cette petite étincelle qui est là. Et en fait, on va s'en occuper et la faire grandir, petit à petit, et la faire grandir. Et c'est le moment où on se relève, en fait. Et chacun à sa façon. Moi, ce que j'ai trouvé pour la faire grandir, c'est la danse, c'est le théâtre. Avec la boutique-thérapie, c'est quelque chose qu'on développe à tous les cours, comment faire briller cette petite étincelle. Et voilà, et c'est ce que je décris dans le livre, Je me relève. La résilience, pour moi, c'est ça, c'est d'avoir la capacité de se relever. Et à partir du moment où cette petite étincelle existe, il y a possibilité de se relever. Après, il faut trouver le chemin, bien sûr. Je n'ai pas dit que c'était facile. Évidemment. Mais je vous donne quelques clés dans ce livre. Oui, tout à fait. Et il sera question demain, justement, de la boutique-thérapie au service des femmes qui ont traversé des épreuves similaires aux vôtres. Une totale liberté expressive du corps, extérioriser et libérer toutes ces ondes négatives et ces traumatismes surtout. Merci beaucoup, Maïmouna. Oui, merci. Bonne journée.
Maïmouna Koulibaly, bonjour. Bonjour Dineba, bonjour à tous. Vous êtes la fondatrice de la Boutithérapie et auteure de l'ouvrage Je me relève aux éditions Anne Carrière. Oui. Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement et enfin à la Boutithérapie, cette danse qui fait de vous une thérapeute en la profession. Très tôt, vous avez compris votre amour pour la danse et les vertus de cette discipline sont multiples. C'est ce que vous nous expliquez. Elles peuvent changer des personnes qui ont traversé des épreuves extrêmement traumatisantes. Ça a été votre cas. Mais avant tout cela, que représentait la danse pour vous ? La boutithérapie, donc c'est un concept que j'ai développé depuis 1996. Donc c'est la date à partir de laquelle j'ai commencé à donner des cours de danse. Enfin, c'est un petit mélange parce que j'avais pris quelques cours de modern jazz. J'avais rencontré Ben à Grigny qui nous a appris le soukous à l'époque. Et donc on dansait sur du Koffi Olomide. Et c'est lui qui m'avait appris à rouler du bassin quand j'avais vers 16-17 ans. La boutithérapie, c'est un mélange de ça. Et c'est un mélange de choses où je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Quand j'allais pas bien, quand je me sentais mal, quand je déprimais un peu, en fait, il fallait absolument que j'écoute de la musique. Et dès que je me mettais à écouter de la musique, il y avait des mouvements qui venaient. Je me disais, ah tiens, j'ai envie de bouger comme ci, j'ai envie de bouger comme ça. Et voilà, c'est ça qui faisait que mes chorégraphies commençaient à exister. D'accord. Et puis, ce que j'aime dans la boutithérapie, c'est le fait d'utiliser le bassin. Donc ça, c'est des danses qu'on va retrouver dans les danses historiques, afro-urbaines, quel que soit le pays. Ça peut venir de la Jamaïque, ça peut venir de l'Angola, ça peut venir du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Et ce que j'aime bien expliquer, c'est la danse le Mapuka, donc qui vient de la Côte d'Ivoire, qui à la base est une danse de trance traditionnelle. C'est une danse aussi qu'on utilisait pour célébrer les différentes divinités, donc les dieux et les déesses, et être en connexion avec la nature, beaucoup plus que maintenant. Et voilà, après cette danse, elle a voyagé dans, on va dire, dans les bordels, et ensuite on va dans les films X, jusqu'à ce qu'on puisse interdire ces danses-là, alors que ces danses ont des vertus de fertilité paraît-il, très grandes. Moi, j'ai eu beaucoup d'exemples dans mes cours de danse, des personnes qui m'ont dit que ça régulait leurs règles, des personnes qui avaient du mal à avoir des enfants et en fait qui ont réussi à en avoir. Voilà, il se passe de belles choses en fait avec ces danses-là. Et c'est aussi le centre des émotions. Le bassin, c'est le centre des émotions et c'est important de le bouger pour se libérer des traumatismes, voilà, ou pour lâcher le bonheur qu'on a et, voilà, et le propager autour de nous. Et donc, c'est important de bouger le bassin de cette façon-là, pour ces raisons-là, pardon. Et donc, moi, à mes cours de danse, j'entraîne tout le monde à se libérer, à se lâcher, à se faire du bien. À travers les danses, c'est les musiques afro-urbaines. Effectivement, vous n'êtes pas la première danseuse professionnelle à souligner les bienfaits de la danse pour le corps. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore tous les mystères du corps humain. Alors quand vous nous parlez des impacts de la danse sur la fertilité ou le règlement des menstrues, effectivement, ça fait écho. En tout cas, ce qui est sûr concernant votre boutithérapie, c'est que ça évolue très très vite, l'engouement autour donc de votre thérapie de la danse, au point que vous en êtes arrivé à former du personnel et au point que ça s'exporte un peu partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui, j'ai formé plusieurs personnes qui donnent des cours. Donc, il y a des cours à Paris, à Marseille, à La Roche-sur-Yon, à Lausanne en Suisse et à Berlin avec moi. Et donc, notre but, c'est de développer ce concept dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Donc, si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de moi. Voilà, j'ai ouvert une franchise et puis... voilà, il y a possibilité d'être des instructrices de la boutithérapie. Et c'est quelque chose que je développe depuis 25 ans, voilà, avec mes observations. Donc, c'est pas juste du twerk, c'est pas juste du booty shake. Il y a énormément de choses que cette danse accompagne. Oui, énormément de choses que cette danse accompagne. En effet, je le disais, vous aidez les femmes à se libérer d'un poids traumatisant. Racontez-nous ce jour de novembre 2014 qui a changé votre vie et qui a toujours des conséquences aujourd'hui. Vous évoquez ce jour dans votre livre « Je me relève ». Oui, le livre, je le commence avec cette journée-là en 2014. Donc, c'était la journée internationale pour l'élimination totale des violences faites aux femmes. En fait, ce jour-là, j'étais invitée par une association où il y avait Florence Foresti comme marraine de l'association. En fait, c'était un endroit où on accueillait les femmes victimes de violences. Florence Foresti, qui est une humoriste française. Poursuivez, Maïmouna. Et en fait, plusieurs femmes étaient là, assises, en train de raconter les violences qu'elles avaient pu subir.
Et pour moi, ça a été un vrai choc, parce que c'est pour ça que pour moi, c'est important de parler dans ce livre. Ouais. Sans qu'on se le dise, je pensais que toutes les femmes subissaient toutes ces violences, mais que Mmh. comme c'était tabou et qu'on devait garder ça secret, qu'on n'en parlait pas. Ouais. Et en fait, là, je voyais elles parlaient d'une violence seulement chacune. Moi, je me disais: «Mais» enfin, je les écoutais, je me disais: «Mais normal, bah oui, évident. À ce Oui, point? mais de quoi tu te plains? Bah oui, mais c'est la Ah! vie». Et en fait, bah et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que pratiquement toutes les violences dont elle parlait, bah, je les avais subies. Et qu'il y avait un Et là, je me suis problème? dit: «Mais mince alors, Mmh. il y a quelque chose qui va pas, en fait». Et Ouais, en en même effet. temps, on m'avait demandé de venir et de leur donner un cours de bouti-thérapie pour leur faire du bien. Et Mmh. ça faisait drôle de les voir le matin en train de pleurer et l'après-midi de danser sur la bouti-thérapie, Ouais. de voir des sourires naître sur leur visage, de voir cette étincelle grossir, de voir cet espoir, prendre plus de place que toutes les parties sombres qu'il pouvait y avoir dans leur âme, on va dire. C'est beau, C'était ouais. magnifique et là, je me Mmh. suis rendu compte qu'il y avait vraiment un truc, que ma danse n'était pas juste de danser sur les sons, à la mode du moment ou de faire le dernier pas, qu'on a vu sur YouTube, Non, une thérapie qu'il y avait la démarche était beaucoup plus, profonde, faut le dire. oui, beaucoup plus importante que juste ce phénomène de mode. La démarche est primordiale et indispensable et essentielle, voilà. Et donc là, à partir de là, mes cours, je les ai développés en mettant encore plus en avant ce truc de lâcher les émotions négatives et les positives aussi et puis, développer le lien qu'il pouvait y avoir entre nous, entre les femmes, voilà, le lien positif qu'il pouvait y avoir. Le groupe a une telle force qu'on se laisse emporter, on y va et on se pose pas de questions. La boutique-thérapie, c'est aussi un moyen de garder un lien social pour certaines femmes. Le nombre de connexions qui a été créé et oui, exactement, oui, c'est un moyen pour certaines femmes, pour beaucoup même, de garder un lien social parce que donc elles travaillent, après je ne sais pas ce qu'elles font à la maison, soit il y a les enfants, soit il y a le mari ou le Ouais. copain ou il y a personne et en fait, dans les cours de boutique-thérapie, c'est un autre endroit où elles peuvent être une autre façon d'elles-mêmes. Donc au Mmh. travail, elles sont d'une certaine façon, à la maison, elles sont d'une autre façon. Mais là, dans le cours de boutique-thérapie, elles peuvent être une autre facette. La seule Elle-même? responsabilité, c'est de respecter les autres, hein. Oui. C'est ce que je Oui, demande c'est moi ça. pendant les cours. J'ai des personnes, qui sont marraines des enfants des copines qu'elles ont rencontrées à la boutique-thérapie, Ah des oui. personnes qui ont été témoins au mariage d'une autre. Enfin, il y a eu des liens très forts, des gens qui sont amis depuis des années Oui. et qui se sont rencontrés à la boutique-thérapie. C'est beau tout Donc ça. oui, pour le lien social, Mmh. ouais, la boutique-thérapie fonctionne très, très, très bien. Finalement, Maïmouna, vous répondez à un véritable besoin. En fait, ce qui est drôle, c'est que, j'ai pas eu l'impression de faire grand-chose. Au départ, hein, c'est les filles qui venaient en me disant: «Mais ton cours, il nous apporte ceci, il nous apporte cela, faudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça». Je suivais un petit peu et puis les médias aussi aimaient bien me voir, à la télé. Là, dans quelques semaines, je vais me remettre à travailler sur la création de cette société. Bah, voilà, pour développer, le fait, d'avoir, au moins, une instructrice ou une franchisée Boutithérapie dans chaque ville de plus de 100 000 habitants. Donc, en partant donc là, on veut faire ça, en Europe. En Afrique, il y a quelques personnes qui m'avaient contactée, mais finalement, on n'a pas réussi à mettre ça en place. Mais j'aimerais bien aussi que ça puisse se faire, en Afrique aussi, voilà. On aimerait bien pour vous aussi. Et dites donc, Maïmouna, la biothérapie pour les hommes. Bah, je pense que c'est indispensable aussi. J'aurais voulu mettre ça en place. J'ai formé un homme, pour qu'il donne des cours de boutithérapie, mais finalement, il en donnait aux femmes et c'était pas mon but. Moi, j'aurais préféré que ce soit des hommes qui prennent des cours de boutithérapie avec les hommes. S'il y a des hommes qui sont intéressés et qui aimeraient avoir un public d'hommes, moi, j'aimerais bien les coacher. Pour terminer, Maïmouna, dans votre actualité, là, vous avez une convention. Nous faisons la convention Boutithérapie 2021. En fait, autour du 25 novembre, chaque année, on fait notre convention autour de la Journée internationale pour l'élimination totale des violences faites aux femmes. Super. Et donc, dans cette convention, on va danser, on va parler, on va échanger, on va Oui, regarder des films, on va faire oui, un flash mob place de la République. magnifique. Voilà. Et donc, cette année, comme ça va être autour du livre, donc on Mm. commence jeudi 18 avec le lancement du livre. On va commencer donc au Café de Paris au 158 rue Oberkampf à partir de 20h30. C'est sur réservation, c'est gratuit, mais c'est sur réservation, donc il faut trouver le lien pour nous rejoindre. J'aimerais qu'on soit 100 personnes à danser place de la République à 14h au Oui, départ de la manifestation Nous Toutes. Voilà, donc le samedi
À 11h30, de Oui. 11h30 à 13h30, je propose un stage de boutithérapie. On va faire ce stage et ensuite, dans la foulée, les chorégraphies qu'on aura appris pendant ce stage, on va les faire en flash mob au départ de la manifestation Nous Toutes, place de la République. Ensuite, j'ai Super. une signature, une rencontre signature dans la librairie Un livre et une tasse de thé. Oui, Donc, c'est au 36 rue René Boulanger, métro République. Et ce sera à d'accord, 17h30, samedi toujours. d'accord. Donc voilà, j'espère vous y retrouver. Il y a juste le stage qui est payant. Donc Mhm. le stage est payant, mais si vous voulez toutes les infos, vous pouvez aller sur l'Instagram Boutithérapie Official. Merci beaucoup, Maïmouna Koulibaly, pour toutes ces informations. Évacuer, traverser, mieux vivre, voire même effacer un traumatisme par la danse, c'est possible, c'est bénéfique et c'est efficace. Maïmouna Koulibaly, bonjour. Bonjour Dineba, bonjour à tous. Vous êtes la fondatrice de la Boutithérapie et auteure de l'ouvrage Je me relève aux éditions Anne Carrière. Oui. Maïmouna, on a parlé du pouvoir de la danse sur vous, mais aussi le pouvoir qu'elle avait sur les femmes qui participent à vos ateliers. C'est quelque chose de profond et significatif. Vous nous parlez dans votre livre de vos différentes expériences traumatisantes. Et vous, en fait, vous avez su tirer de ces épreuves une force inconsidérable. Je parle par exemple de l'excision que vous avez vécue. Vous ne la vivez pas comme une fatalité, bien au contraire. Oui. Vous comprenez même pourquoi cette excision a été vécue comme une norme, une normalité, dans le contexte éducatif dans lequel vous avez grandi. Mais pour autant, à vous entendre et même à vous lire, ça n'en fait pas un traumatisme plus que cela. Vous en faites réellement une force. C'est un beau message pour les femmes qui ont traversé des épreuves similaires aux vôtres. Faire une force des épreuves traumatisantes et injustes qu'on a pu traverser. Et pour aider, et pour cela, heureusement, il y a des avancées chirurgicales qui permettent à certaines femmes d'écrire un tout nouveau chapitre de leur vie et d'assumer aussi de leur intimité. J'étais petite, moi, quand j'ai été excisée, j'avais 3 ans. Si on me dit que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Et je me dis que c'est quelque chose qu'on doit subir et c'est comme ça. C'est comme quand on nous amène chez le dentiste et qu'il nous arrache une dent sans nous faire la piqûre et que ça fait super mal, on doit passer par là, quoi. Mhm. Et là, c'est comme si on devait m'envoyer. C'est comme si on devait m'enlever un mal, quelque chose de mal. Et en plus, c'est la partie mal. Enfin, on la considère aussi comme la partie mal, mais Ouais. on devait m'enlever quelque chose. Et l'image est terrible. Voilà, comme une dent pourrie. Et ben là, il fallait m'enlever ça, comme si ça allait me pourrir. Donc, comment je l'ai vécu je l'ai vécu comme quelque chose de normal, parce que j'étais Ouais. jeune. Est-ce que vous en voulez à vos parents? Leur en vouloir. Alors, déjà, en fait, le truc, c'est que moi et les personnes de ma génération, on a une grosse responsabilité, c'est celle d'arrêter les excisions. Tout à fait. Donc moi, pour ma part, voilà, avec mes filles, elles ne sont pas passées par là. Oui, Et je pense que plusieurs de ma génération font de même. Et là, vous n'allez pas me demander en plus d'en vouloir à mes parents, quoi. oui, c'est vrai. Ça va. Donc on a déjà assez de Ils boulot. pensaient bien Et faire. non, après c'est nos traditions, c'est nos coutumes, Mm. c'est comme ça que ça s'est fait. Mais voilà, moi, mon boulot, en tout cas, c'est de faire en sorte que ça puisse s'arrêter et qu'on puisse Oui. comprendre que c'est pas juste, on va imposer de dire qu'il faut que ça s'arrête comme ça, mais que tout le monde puisse comprendre le mal que ça puisse faire. C'est pour ça que Oui. j'ai écrit ce livre aussi, pour décrire ce que c'est, ce que ça fait, Mm. et même tout au long de la vie, quoi, ce que ça fait. Parce que quand on regarde mon parcours, peut-être qu'ils vont dire, bon, finalement, on va peut-être arrêter de les... on va peut-être arrêter les excisions parce que c'est pas un bon résultat, hein. Oh là là, dit-elle. On C'est sait bien d'avoir jamais. cette touche d'humour, Maïmouna. Ça serait pas mal. Mais c'est Faudrait vrai qu'ils le qu'on en disent. parle de plus en plus et ça, Ça c'est serait une pas bonne mal. chose. Mais est-ce que vous vous sentiez différente des autres femmes, des autres filles? Je trouvais ça pas juste. Je me disais, c'est dégueulasse, quoi. Moi, je suis pas comme les autres, ça se fait pas. Voilà. Enfin, pas comme les autres, parce que je vis en France, hein. Si jamais j'avais grandi au village, j'aurais été comme les autres femmes qu'il y avait là-bas. Mais là, c'était la différence, en fait, de me dire que j'avais pas la même chatte que les autres femmes, quoi. Là, je vous observe, Maïmouna, vous êtes une femme éclatante, éblouissante, ravissante. Est-ce que ça a toujours été le cas et surtout, quelles conséquences a eu cette excision sur vous, sur votre féminité et sur votre intimité? Je sais pas, parce que je sais pas comment j'aurais été si j'avais été non excisée. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, ce qu'on sait avec certitude, et c'est ce que vous nous dites, vous avez libéré votre parole il y a peu de temps. En écrivant le livre, en fait. Parce que j'ai commencé à écrire une violence que j'avais subie.
Après, j'ai commencé à trier toutes les violences que j'avais pu subir et celle-là, bien sûr, elle en faisait partie. Et c'est un souvenir que j'avais là qui flottait et dont je ne m'occupais pas. Et là, je me suis dit, bah attendez, je vais l'écrire. Bah, Et oui, voilà, et je l'ai écrit et c'était drôle, quoi, parce que quand on le lit, drôle, il est très précis et en l'écrivant, effectivement. bah voilà, et c'était important, je pense, que je l'écrive pour m'en libérer. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 5 ans que j'ai décidé d'en parler. D'accord. J'ai fait beaucoup de recherches dessus parce que je voulais pas en parler de façon à ce qu'on puisse incriminer la coutume, incriminer les parents, incriminer toutes les personnes qui font ça, parce que Ce qu'on entend dans vos discours. d'incriminer, c'est pas par là qu'on va trouver des solutions. Mmh. Je pense que c'est de comprendre et qu'on puisse dialoguer et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse faire avancer les choses et pas juste jeter la pierre. Oui, surtout qu'ils pensaient, eux, bien faire. Il y a plein de solutions aujourd'hui pour les femmes qui souhaitent d'ailleurs tourner ce chapitre de leur vie, notamment celui de la chirurgie réparatrice. J'ai pas voulu changer mon histoire, donc je ne l'ai pas faite. Mais je pense que c'est bien pour les femmes qui en ont besoin, qui sentent qu'elles en ont besoin. Je pense que c'est bien. Merci Maïmouna d'avoir répondu à toutes nos questions. Quel message vous adressez aux auditeurs? Bah voilà, j'ai écrit ce livre, ça fait 5 ans que je travaille dessus. Je me livre, oh là là, à, allez, on va dire 99%. Oui, je le confirme, et c'est un livre qui se lit très facilement et avec beaucoup de passion. J'y vais sans tabou ni complexe. Voilà, c'est comme si je parlais à ma meilleure amie voilà, sans qu'on ait de tabou. J'ai écrit ce livre pour aider les gens, pour Oui, vous faire comprendre qu'il y a possibilité de se relever malgré les plus gros dramas qu'on puisse avoir dans notre vie. bien dit. Et aussi pour mettre en garde les jeunes, pas que les jeunes, hein, les vieux, les vieilles aussi, les Les, vieux aussi, les seniors, les personnes âgées. de ce qui peut nous arriver, Oui. et aussi de déculpabiliser. Voilà, il peut nous arriver des choses dans notre vie et en fait, on a toujours tendance à se culpabiliser ou les gens vont venir nous culpabiliser. C'est vrai. Et en fait, il n'y a pas de quoi. Et moi, c'est ce qui m'a le plus bouffé de culpabiliser. Mm. Et en fait, en l'écrivant, bah, je me suis rendu compte que bah, il y avait plein d'endroits où je culpabilisais, où il n'y avait pas besoin. Oui. Et si j'avais pas culpabilisé, bah, j'aurais peut-être une autre carrière aujourd'hui. Peut-être que je serais beaucoup plus loin dans ce que je veux faire Oui. et que je me serais pas laissé bouffer par cette émotion, par ce sentiment. Bravo. Et j'aime souvent à dire, occupez-vous de ce que vous pouvez contrôler et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas du tout contrôler. Et c'est un petit peu là qu'on se retrouve, Maïmouna Coulibaly. Un message peut-être à adresser aux hommes qui ne se sentent pas forcément concernés. J'aimerais que les hommes se rendent compte, enfin en tout cas les bourreaux se rendent compte de ce que ça fait que quand vous violez une personne, même si pour la plupart du temps ils ne se rendent pas compte que c'est un viol. Donc j'aimerais qu'ils puissent lire ça aussi pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que un viol en fait, que c'est pas juste je donne un coup, je la mets par terre et je la viole, mais que c'est voilà, il y a plein de situations qui ont l'air ah ben non mais c'est elle qui m'a dragué, ah mais hein, non mais elle m'avait fait un clin d'œil ou je sais pas quoi. Donc après on s'imagine qu'on peut aller n'importe où alors que la personne dit non plusieurs fois. Et en fait, c'est pour que j'aimerais aussi que eux puissent imaginer que c'est leur mère qui a écrit ça, ou leur sœur, ou leur fille, ou quelqu'un de très proche de eux, Oui. et qu'ils se rendent compte un petit peu des souffrances qu'ils peuvent engendrer. Parce que comme on n'en parle pas, je pense qu'ils savent pas. On n'en parle pas réellement. Et donc, moi, dans ce livre, j'ai voulu en parler. Très bien. Je me relève aux éditions Anne Carrière, un livre que vous avez vous-même écrit, fondatrice de la Boutithérapie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de vous être livrée sur l'antenne d'Africa Radio. Pour terminer, il me semble que vous avez une convention de prévue. Nous faisons la convention Boutithérapie 2021. En fait, autour du 25 novembre, chaque année, on fait notre convention autour de la Journée internationale pour l'élimination totale des violences faites aux femmes. Et donc, dans cette convention, on va danser, on va parler, on va échanger, on va regarder des films, on va faire un flash mob place de la République. Voilà. Et donc, cette année, comme ça va être autour du livre, Vous avez commencé hier, oui? voilà. Donc, le samedi, à 11h30, de 11h30 à 13h30, je propose un stage de boutithérapie. On va faire ce stage et ensuite, dans la foulée, les chorégraphies qu'on aura appris pendant ce stage, on va les faire en flash mob au départ de la manifestation Nous Toutes, place de la République. Ensuite, j'ai une signature, une rencontre signature dans la librairie Un livre et une tasse de thé. Donc, c'est au 36 rue René Boulanger, métro République, et ce sera à 17h30, samedi toujours. Donc voilà, j'espère vous y retrouver. Il y a juste le stage qui est payant,
Donc le stage est payant, mais si vous voulez toutes les infos, vous pouvez aller sur l'Instagram Boutithérapie Official. Tout est dit. Eh bien, vous avez joué le jeu de la communication, Maïmouna Koulibaly. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente journée et j'espère que le public répondra Présent à votre convention. Bonne journée, à bientôt.